Bonsoir tout le monde. Je vais essayer pas de bien soigner mon accent espagnol pour que vous me compreniez. Donc, et de vous convaincre et vous montrer dans quelle mesure la génétique humaine est très utile pour mieux comprendre l'origine de l'homme, de leur migration et en général de son histoire. Donc, pour bien comprendre l'histoire de l'homme, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas se restreindre à une seule discipline. Ça doit être que l'interaction de différentes disciplines, comme la biologie moléculaire, la génétique et la paléanthropologie, ainsi que l'archéologie, la linguistique et l'histoire même, qui vont nous donner la vraie histoire des populations. Si on se restreint à l'histoire, à étudier la génétique, on risque d'avoir l'histoire de la génétique et pas l'histoire de l'homme. Donc tout d'abord, c'est quoi la génétique? On entend beaucoup parler de génétique, surtout dans les dernières 10 années, avec l'explosion de toutes les techniques de biologie moléculaire. En gros, les généticiens, ce que nous faisons, c'est regarder la variabilité à niveau de l'ADN. Vous connaissez bien que l'ADN, c'est l'unité de base de nos chromosomes, et dans ces chromosomes, c'est où il y a toutes les informations pour nous rendre ce que nous sommes. Des fonctions de base, comme production d'énergie dans la cellule, les couleurs de la peau, des cheveux, des yeux, pouvoir marcher, etc. Donc, on est tous composés de 22 chromosomes, ce qu'on appelle les autosomes. Ce sont des chromosomes qui sont dans le noyau et ne sont pas des chromosomes sexuels. Et aussi, nous tous, nous avons deux chromosomes sexuels, qu'ici on voit en rouge, que c'est le chromosome X et le chromosome Y. Si on est une femme, on a 22 autosomes et 2 chromosomes X. Et si on est un homme, on a 22 chromosomes autosomes, un chromosome X et un chromosome Y. Mais tout cet ADN qu'on en parle beaucoup, il y en a combien? Donc, l'ADN est composé de 3 milliards de bases. Une base, c'est l'unité chimique de base de l'ADN, et on les voit souvent comme des A, des C, des T et des G, qui ne sont pas autre chose que les initiales de ces unités chimiques qui composent l'ADN. Un groupe de base va faire un gène, et chaque gène, comme je vous ai dit, il aura sa fonction. On estime qu'il y a environ de 30 à 50 000 gènes dans le génome humain. Et il y a des chromosomes qui ont plus de gènes, il y a des chromosomes qui ont très peu de gènes. Donc, qu'est-ce qu'on utilise en génétique humaine et génétique de population pour mieux comprendre l'origine de notre espèce? On utilise ce qu'on appelle les mutations. Ici, vous avez à droite une photographie électronique de l'ADN qui est composée de 2 brins, et à gauche, vous avez un petit fragment de l'ADN avec une mutation. Ça veut dire que lorsque l'ADN est recopié à chaque fois pendant les divisions de cellules, parfois il y a des erreurs qui arrivent. Souvent, ces erreurs sont réparées. Toutes les cellules, ils ont un mécanisme de réparation de l'ADN, et donc la copie est exacte. Mais souvent, il y a des erreurs qui ne sont pas réparées, et c'est ce qu'on appelle les mutations. Il faut dire que la plupart des mutations, ils n'ont aucune conséquence biologique. On est tous pleins de mutations, et il n'y a rien qui nous arrive d'anormal. Toutes ces mutations qui n'ont aucune conséquence, c'est ce qu'on appelle du polymorphisme, des mutations polymorphes. Et donc ça va être ces différences entre nous tous, entre chaque individu, qu'on va utiliser, qu'on va analyser, aussi bien à niveau individuel qu'à niveau de population, pour essayer de reconstruire le passé des populations, et plus à échelle mondiale, le passé de notre espèce. Donc en gros, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 individus, ici en bas, qui, je ne peux pas m'amuser à mettre les 3 milliards de bases, donc je n'ai mis juste 3, qu'il y en a un qui est ATC et l'autre qui est ACG. Donc on peut reconstruire, on peut retracer l'ancêtre de ces 2 individus ou de ces 2 populations, en sachant qu'il y a des autres individus qui sont ATG, ici, et des autres individus qui sont ATC. Donc on voit bien que dans le passé, l'individu ATC, la C a muté à G, et dans cet individu, le T a muté à C. Donc aujourd'hui, on trouve ces 2 individus et on peut retracer
l'individu ancestral. La même chose, on peut le faire à niveau de la population. On a deux populations, de Français et de Belges, et on peut éventuellement retrouver l'individu qui n'existe plus, mais qui représenterait l'ancêtre de ces deux populations. Donc, toutes ces généralités ont été appliquées à essayer de répondre à cette question. Je pense que n'importe quel individu s'intéresse à savoir comment, où et quand nous sommes apparus, notre espèce Homo sapiens. Donc, avant de passer à comment Homo sapiens est originé, ça c'est la phylogénie la plus acceptée de dérivation de notre espèce à partir de l'Australopithèque. Donc, on a l'Australopithèque, ici, et après, ça c'est la lignée hominide. On trouve tout d'abord l'Homo habilis. L'Homo habilis a habité qu'en Afrique, il y a environ 1,5 million et 2,5 millions d'années. Après Homo habilis, on trouve Homo erectus. C'est le premier hominidé qui sort de l'Afrique, qui se trouve en Europe et en Asie. Et il a habité il y a à peu près entre 300 000 ans et 1,5 million d'années. Et après, c'est nous. Homo sapiens, on le trouve évidemment en Afrique, en Europe, en Asie et partout. Et il est apparu sur la base des données fossiles il y a à peu près 200 000 ans. Les premiers restes fossiles qu'on trouve d'Homo sapiens datent alors à 200 000 ans. Mais alors, comment nous nous sommes originés? Comment Homo sapiens s'est originé à partir de Homo erectus? Il y a deux modèles pour expliquer l'apparition de notre espèce. Ce qu'on appelle le modèle multirégional. Et qu'est-ce qu'il dit, le modèle multirégional? Que toutes les populations actuelles, nous, les Européennes, les Africaines, les Asiatiques et les Australiennes, toutes ces populations modernes, souvent dans ma conférence, je vais utiliser beaucoup le terme des hommes modernes. Ça c'est nous. C'est ce qu'on appelle les hommes anatomiquement modernes. Donc toutes les populations modernes dérivent des populations séparées. C'est-à-dire les Africains d'aujourd'hui dérivent d'une population de Homo erectus africaine. Les Européens d'aujourd'hui dérivent d'une population différente d'Homo erectus européenne, etc. Et parfois, on trouve des hominides intermédiaires, comme en Europe, entre Homo erectus européenne et Homo sapiens européenne, on trouve le Néandertal. Donc ce modèle entraîne une évolution parallèle au moins dans 4 régions du monde, d'Homo erectus vers Homo sapiens. Le deuxième modèle, c'est le modèle qu'on appelle du remplacement rapide, ou plus connu aussi comme out of Africa, c'est hors de l'Afrique. Et ce modèle défend le fait que toutes les populations actuelles, africaines, européennes, asiatiques et pacifiques, dérivent d'une seule population d'origine africaine. Qu'est-ce qui se serait passé? Donc c'est l'Homo erectus africaine qui aurait évolué en Homo sapiens, et c'est l'Homo sapiens africaine qui aurait quitté l'Afrique et colonisé l'Europe, l'Asie et le Pacifique. Il aurait donc remplacé toutes les populations d'Homo erectus qu'il y avait en Europe, en Asie et en Océanie, et leurs dérivés comme Néandertal en Europe. Donc, en quoi la génétique a été très utile pour essayer de trancher entre ces deux hypothèses? Les marqueurs qui ont été plus utiles pour distinguer entre les deux modèles, c'est ce qu'on appelle les marqueurs à hérédité uniparentale. L'ADN mitochondrial, qui est à transmission strictement maternelle, et le chromosome Y qui est à transmission strictement paternelle. Ça veut dire quoi? Nous tous, notre génome, est un mosaïque du génome de notre père et du génome de notre mère. Il y a toujours un mélange, donc on est un mélange à niveau de tous les autosomes, tout le génome, de notre père et notre mère. Par contre, l'ADN mitochondrial, que je vais vous expliquer par la suite, tous nos ADN mitochondrial sont que l'ADN mitochondrial de notre mère, de notre grand-mère, de notre arrière-grand-mère. Il n'y a pas de contribution du père. Le chromosome Y, la même chose. Tous les hommes présents ici, ils ont le même chromosome Y que son père et pas de sa mère, parce que sa mère, par définition, ne l'a pas. Donc voilà le génome mitochondrial. On a les cellules. Ici, on a une photo des mitochondries. L'ADN mitochondrial est dans les mitochondries. Et les mitochondries sont des organelles qu'on a dans nos cellules qui permettent à la cellule de fonctionner. Les mitochondries donnent l'énergie à la cellule et comme ça, la cellule peut
fonctionner. L'ADN mitochondrial, vous l'avez à droite, c'est une molécule circulaire, mais il y a très longtemps séquencée. On a entendu parler il y a 2-3 ans que le génome humain a été finalement séquencé, mais l'ADN mitochondrial, ça fait plus de 25 ans qu'il a été séquencé. Et la seule chose qui nous intéresse à nous, ce n'est pas les aspects moléculaires de ça, mais c'est qu'il est hérité par la lignée maternelle. Et l'autre caractéristique qui nous intéresse, c'est qu'il présente un taux de mutation très élevé. Ça veut dire quoi? Il est moins réparé quand il y a des erreurs que l'ADN nucléaire. Donc on a plus de chances de trouver des erreurs, entre guillemets, bien évidemment. Donc ça fait qu'on a plus de chances de retrouver des différences entre moi et mon collègue, par exemple. Ce qui permet à l'échelle de population de trouver plus de différences entre les populations et donc pouvoir inférer, déduire mieux notre passé. De même pour le chromosome Y. Le chromosome Y, vous le voyez ici, c'est un tout petit chromosome qui n'a pas beaucoup de gènes. Pendant longtemps et encore maintenant, on sait que c'est un des chromosomes qui a moins de gènes de tout le génome. Certains gens un peu malins indiquent que ça miroite un peu l'intelligence des hommes. Donc un chromosome petit sans grand intérêt et juste avec un intérêt pour se reproduire. Donc l'intérêt du chromosome Y, c'est que sa présence détermine le sexe masculin et que d'une façon analogue à l'ADN mitochondrial, il est transmis de père en fils, en bloc, sans recombinaison. La recombinaison, comme je vous disais, c'est le brassage qu'il y a entre le génome maternel et paternel. Donc c'est quoi l'intérêt de tout ça? Si ça c'est un individu, j'ai mis 2 autosomes, je ne pouvais pas mettre les 22, on voit que les autosomes sont un mélange des autosomes de son père, sa mère et ses grands-parents. Par contre, on voit que son ADN mitochondrial, en rouge, circulaire, est exactement le même que celui de sa mère et que de sa grand-mère. Et de même, pour cet individu, qui c'est un mâle, le chromosome Y en jaune, il est le même que son père et le même que son grand-père. Donc, en étudiant un individu d'aujourd'hui ou une population, on peut retracer parfaitement l'ancêtre maternel et l'ancêtre paternel. Alors, qu'est-ce qu'on fait à niveau pratique au laboratoire pour reconstruire le passé de notre espèce? Donc, on essaye d'échantillonner des populations, ce qu'on appelle ethnologiquement bien définies, pas des populations cosmopolites. Et on approche ces populations et on passe des questionnaires ethnologiques pour savoir bien leur ethnie, leur appartenance ethnique, leur affiliation linguistique, quand on veut faire des corrélations entre différences génétiques et différences linguistiques. Et bien évidemment, on leur demande de signer un consentement. C'est-à-dire que la personne nous donne le consentement pour qu'on utilise leur ADN à fin de recherche. Une fois on a le sang, parce que ce qu'on fait c'est une prise de sang, on extrait l'ADN au laboratoire et une fois l'ADN extrait, on passe aux analyses moléculaires de l'ADN mitochondrial dans ce cas-là et du chromosome Y. Donc, en quoi l'analyse de l'ADN mitochondrial et le chromosome Y a été utile pour distinguer les 2 hypothèses que je vous ai montrées avant? Ça, c'est un arbre phylogénétique. C'est important à savoir interpréter un arbre. Ici, il y a les noms des populations. Et il y a 2 choses qui sont importantes pour le comprendre. La longueur des branches et la position des branches. Plus la branche est longue, en horizontale, ça veut dire que plus de mutations il y a dans cette population. Et en gros, plus de mutations, ça veut dire que la population est plus ancienne. Comme la population, ça fait plus longtemps qu'elle existe, elle a eu plus la chance d'accumuler des mutations. Deuxième chose à regarder, c'est la position des populations. Est-ce qu'elles sont à la racine de l'arbre ou est-ce qu'ils sont très en arrière de l'arbre? Donc, et ce qu'on a pu observer à la fin des années 80, et ça c'est une reprise d'il y a quelques années, mais ça en gros résume une quinzaine d'années de travail de plein de chercheurs et de laboratoires au monde,
Et ce qu'on voit systématiquement, c'est que les populations africaines sont plus diversifiées que les populations non africaines. Ça veut dire que ce sont des populations beaucoup plus riches, on va dire, en mutation. On peut voir ici, en bas de l'arbre, que toutes ces populations ici, qui sont les populations qui présentent les branches plus longues, sont des populations africaines. Et après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les populations européennes et asiatiques, pas seulement présentent des branches plus courtes, ce qui veut dire que ce sont des populations plus récentes, plus jeunes, mais en même temps, ils sont un sous-ensemble de l'arbre africain. C'est-à-dire que les populations européennes et asiatiques trouvent leurs racines en Afrique. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les populations actuelles européennes et asiatiques dérivent des populations africaines. Et la chance qu'on a, c'est qu'on peut savoir ce qu'on appelle le taux de mutation de l'ADN mitochondrial et du chromosome Y. On sait chaque combien de générations en moyenne, en erreur, une mutation va arriver. Donc on peut traduire la quantité de mutations, quel temps ça explique. Pour qu'on aille aujourd'hui toutes ces mutations ici, il nous faut combien d'années? Donc comme ça, on peut dater l'origine de notre espèce. On peut dire, pour expliquer toutes ces mutations-là, il nous faut combien de temps? On arrive à la racine et on dit, notre espèce s'est originée à peu près il y a 170 000 ans. Bien évidemment, toutes ces analyses, dans ce qu'on appelle les intervalles de confiance, c'est-à-dire le droit à l'erreur important, qui font à peu près plus ou moins 50 000 ans. Donc on peut dire que notre espèce s'est originée en Afrique il y a entre 150 et 250 000 ans, ce qui coïncide très bien avec les premiers fossiles d'hommes modernes en Afrique. On peut même dater quand les hommes auraient quitté l'Afrique. Comment on le fait? On voit les populations européennes et asiatiques, on calcule les mutations qu'il y a là, et on dit ces populations se sont originées il y a entre 40 et 60 000 ans. Donc tout ça pour vous dire que les données de l'ADN mitochondrial, premièrement, sont les premières données génétiques qui ont soutenu l'hypothèse de l'Out of Africa ou de remplacement rapide. C'est-à-dire, ces données soutiennent une origine récente et africaine des hommes modernes. Après, il y a eu plein d'études sur des autres marqueurs génétiques, surtout avec le chromosome Y aussi, et en gros, toutes les études montrent la même chose. Les populations africaines ont plus de diversité génétique, les populations non africaines sont des sous-ensembles génétiques des populations africaines, et donc toutes les données arrivent à la même conclusion. Notre espèce semble-t-elle être apparue en Afrique il y a 200 000 ans. Après, on peut faire des choses plus fines et plus locales. Une fois on sait que les données génétiques soutiennent cette origine en Afrique il y a à peu près 200 000 ans, on peut voir aussi, on peut essayer de dater quand l'homme a quitté l'Afrique, quand l'homme a colonisé l'Europe, l'Asie et le Pacifique. Donc, approximativement, on sait que l'homme aurait quitté l'Afrique il y a à peu près entre 60 et 100 000 ans, aurait colonisé tout de suite l'Asie et très très vite le Pacifique. Un peu après, il aurait arrivé en Europe et remplacé graduellement le Néandertal qui habitait en Europe jusqu'à il y a à peu près 30 000 ans. Donc il y a une dizaine, vingtaine de 1000 ans de chevauchement entre les Néandertals et les Homo sapiens en Europe. Et après, l'Amérique aurait été colonisée beaucoup plus tard, probablement en plusieurs vagues de migration, on ne sait pas très bien. Au début, on disait qu'il y a eu 3 grandes vagues de migration qui ont colonisé l'Afrique, l'Amérique de l'Asie, en passant par le détroit de Bering, et on disait que ces 3 grandes vagues de migration correspondaient aux 3 grandes familles linguistiques qu'on trouve aujourd'hui en Amérique. Finalement, on voit que plutôt les données disent qu'il y aurait eu une grande vague de migration, une deuxième moins importante, mais que la diversification génétique en Amérique est arrivée après. Mais quand on dit que l'homme s'est originé en Afrique, on s'est posé après une autre question, c'est-à-dire, si l'homme s'est originé il y a à peu près 200 000 ans en Afrique, quand et comment l'homme a sorti de l'Afrique? Donc il y a 2 hypothèses et deux routes pour sortir de l'Afrique.
Pendant longtemps, on a dit que l'homme a sorti par l'isthme de Suez, par le Sinaï, ici. Parce que les premiers restes fossiles qu'on trouve d'hommes modernes hors de l'Afrique, c'est 100 000 ans en Israël. Mais ce que c'est curieux, c'est qu'après, on ne trouve rien. On ne trouve pas de restes fossiles de 90, ni de 80. Après, on a un trou de temps et on commence à retrouver des restes fossiles il y a à peu près 60-70 000 ans. Un peu partout. En Asie du Sud, en Asie de l'Est. Donc, il y avait une autre hypothèse qui disait l'homme a pu quitter l'Afrique en partant du corne de l'Afrique, l'Éthiopie, la Somalie et tout ça, en suivant les côtes de la péninsule arabique vers l'Inde et vers le Pacifique, ce qui expliquerait la vitesse à laquelle l'homme est arrivé de l'Afrique en Australie. Donc on s'est intéressé à ça il y a quelques années, quand je travaillais en Italie, et on s'est focalisé sur l'Afrique de l'Est, et on a étudié plusieurs populations de l'Afrique de l'Est, et on a comparé ces populations avec des autres populations de l'Asie. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a trouvé en Afrique de l'Est une fréquence très élevée en lignage. Un lignage n'est pas autre chose que quand on travaille avec l'ADN mitochondrial ou avec le chromosome Y, il y a différents types d'ADN mitochondrial et différents types de chromosomes Y. Donc un type, un lignage, on l'appelle souvent aussi un haplogroupe. On a trouvé en Éthiopie la présence d'un lignage qui jusqu'au moment était considéré un lignage d'origine asiatique, ce qu'on appelle l'haplogroupe M. Donc on s'est posé là la question, qu'est-ce que ce lignage fait en Éthiopie, en sachant que sur plus de 20 000 échantillons qui ont été testés jusqu'à aujourd'hui, analysés jusqu'à aujourd'hui, ce lignage est absent en Europe et absent en Afrique. Et par contre, il est le lignage qui caractérise le plus toutes les populations de l'Asie de l'Est, du Pacifique et toutes les populations qui se sont originées à partir de l'Asie, comme les natifs amérindiens. Et on le trouve aussi surtout dans toutes les côtes de l'Asie du Sud et en Inde. Donc, nous avons analysé le lignage M, cette présence asiatique entre guillemets en Afrique de l'Est, et nous avons comparé ces populations avec des populations asiatiques pour voir si le lignage avait la même origine et si le lignage s'était originé en Asie, il était arrivé en Afrique après, ou s'était originé en Afrique, il était parti vers l'Afrique, vers l'Asie. Si c'était le cas, donc origine africaine et qui est parti vers l'Asie, ça doit être un lignage très ancien, parce qu'il a dû bien avoir le temps de quitter l'Afrique et coloniser toute l'Asie. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, ce qu'on a vu, c'est que le lignage M, on le voit ici à droite de l'arbre, l'africaine et l'asiatique, ils ont la même origine génétique. Ils se regroupent dans la même partie de l'arbre, et cette partie de l'arbre est née sur une partie d'origine africaine. Toute cette partie-là est d'origine africaine et bien loin de la partie asiatique non M. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que l'haplogroupe M n'est pas un lignage asiatique comme on disait avant. Il est présent en Asie à des fréquences très élevées, mais c'est un lignage qui s'est originé en Afrique de l'Est. Et on a pu dater ce lignage. Et on trouve qu'il a 60 000 ans. Alors, à part pour les gens qui s'intéressent aux molécules et qui parfois ne se posent pas des questions plus générales, c'est quoi l'intérêt de ça? Parce que pourquoi ça nous intéresse que M à 60 000 ans est d'origine africaine? Donc ça nous intéresse si on se place dans un contexte d'histoire et évolution de l'homme. Je vous ai dit avant qu'on dit que l'homme aurait quitté l'Afrique par la première fois il y a 100 000 ans, mais qu'après il y a un trou de temps. On ne trouve plus de fossiles d'hommes modernes hors de l'Afrique jusqu'à il y a 60-70 000 ans. Si on regarde la fréquence de l'haplogroupe M autour du monde, ces chiffres que vous voyez, c'est la fréquence. Ça veut dire qu'en Éthiopie, la population, par exemple, des Oromos, c'est le 20% appartient à cette lignée. On voit que cette lignée est présente en Asie, Afrique de l'Est, au sud de la péninsule arabique et bien sûr dans toute l'Asie, mais presque absent au Moyen-Orient. Or, ça nous a donné la première indication d'un soutien génétique à cette hypothèse
que l'homme aurait quitté l'Afrique il y a 60-70 000 ans, en suivant une route côtière qui aurait parti de l'Afrique de l'Est, il aurait suivi les côtes en colonisant éventuellement le Pacifique. Donc, on parle souvent des mutations, du polymorphisme, on compare ces populations-là avec celles autres et on déduit l'ancêtre commun, tout ça. Mais quelles sont les forces? C'est quoi qui agit sur le génome pour créer la variabilité? On a vu qu'il y a les mutations. On a vu qu'il y a, on n'a pas vu, il y a la sélection naturelle. Sur la sélection naturelle et la dérive génétique, je ne veux pas y rentrer. La sélection naturelle, en 2 mots, c'est que quand il apparaît une mutation dans un individu, par hasard, il ne faut pas oublier que les mutations sont le fruit que de l'hasard. Mais comme par hasard, cette mutation vous protège contre le paludisme. Vous aurez plus de chances de survivre que quelqu'un qui n'est pas protégé. Ça, c'est la sélection naturelle. C'est la force qui va faire que, au fond, c'est ce que disait Darwin, que les plus forts vont survivre. Ou à moins, si on veut le faire un peu plus nuancé, un peu plus gentil, que les plus forts vont avoir la tendance à se reproduire plus et laisser plus de descendance. La dérive génétique, c'est l'hasard. C'est purement l'hasard. Et on vient de voir qu'un autre facteur qui influence toutes ces variabilités génétiques, c'est l'émigration. L'émigration, c'est quelque chose de très ancien. Les populations bougent avec leur patrimoine génétique et les populations se mélangent. Donc on change le patrimoine génétique. Vous allez dans n'importe quelle ville cosmopolite et vous allez voir la richesse génétique qui ne fait pas que miroiter la diversité ethnique qu'il y a dans les grands cosmopolis. Mais ici, on parle très peu souvent des forces culturelles. La culture peut changer la variabilité du génome. Comment? On a certaines pratiques culturelles qui vont influencer la diversité du génome, la polygamie, jusqu'à il n'y a pas très longtemps pratiquée dans beaucoup de sociétés traditionnelles, parce qu'un homme, il va transmettre son chromosome Y, le même, à beaucoup d'enfants, et tous ces enfants, qui sont le fruit de mères différents, vont avoir des ADN mitochondriels différents. Les nouvelles technologies, on va voir cet exemple où une nouvelle technologie va influencer la variabilité du génome. Et finalement, on va voir, ce qui nous intéresse ici, c'est les barrières linguistiques et la différenciation linguistique. C'est quoi une nouvelle technologie qui peut influencer le génome? Donc, je vous présente peut-être la plus grande découverte de l'humanité, la plus grande découverte technologique qui a radicalement changé notre histoire, à tous les niveaux, génétique, de succès démographique et de santé, que c'est la découverte de l'agriculture. Les hommes, avant de savoir comment cultiver une patate ou le blé, ils faisaient la chasse et la cueillette et ils étaient nomades. L'agriculture se découvre il y a environ 10 000 ans et l'homme découvre qu'en mettant du blé dans la terre, il en fait beaucoup. Donc il construit, il produit sa nourriture. Il est plus limité à ce que la nature lui offre parce que c'est lui qui le fait. Donc l'agriculture s'est originée dans plusieurs endroits du monde, associée avec des différents céréales. Donc au Moyen-Orient, on va se concentrer là, c'est associé à la culture du blé, en Afrique surtout avec le millet, et en Asie du Sud avec le riz, et en Amérique avec le maïs. Au Moyen-Orient, quand l'agriculture s'est originée, ça c'est une carte géographique où la couleur est proportionnelle aux datations avec du carbone 14 du blé. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'au croissant fertile, le blé, ça date d'à peu près 10 000 ans. Donc on sait que l'agriculture s'est originée au croissant fertile. Le croissant fertile n'est pas autre chose que ce qui correspond aujourd'hui aux États politiques de le Liban, l'Israël, la Palestine, l'Irak et l'Iran. L'agriculture s'est déplacée, on va voir comment après, vers l'Europe de l'Ouest, parce qu'on voit que ceux qui avant, je me mets dans ce côté-là parce que je suis espagnol aussi, ceux qui nous avons reçu plus tardivement l'agriculture, c'est toute la corniche atlantique, que c'est à peu près il y a 4000 ans. Et donc jusqu'à là 4000 ans, on était des chasseurs et des cueilleurs. Donc,
Pour ce qui regarde l'agriculture du Moyen-Orient, il y a aussi l'hypothèse qu'avec l'origine de l'agriculture au Moyen-Orient et l'arrivée de l'agriculture en Europe, seraient arrivées les langues indo-européennes. L'agriculture aussi s'est déplacée du Moyen-Orient vers l'Afrique du Nord, et ça a été émise l'hypothèse avec les langues afro-asiatiques et vers l'Inde avec les langues dravidiennes. Je ne veux pas rentrer sur ces détails-là parce que vous avez Lord Colin Renfrew la semaine prochaine qui va bien faire la liaison entre cette technologie, la linguistique et la génétique. Donc, mais comment expliquer que l'agriculture s'est déplacée de l'Europe, du Moyen-Orient vers l'Europe? Il y a deux modèles pour l'expliquer. Le modèle de diffusion culturelle, c'est-à-dire les hommes au Moyen-Orient, ils comprennent comment faire l'agriculture, ils montrent à leurs voisins comment faire le blé, et comme ça, c'est une transmission purement culturelle. Il n'y a pas de mouvement de population. C'est comme vous montrez quelque chose à votre voisin, vous n'allez pas nécessairement chez eux. Donc, si c'est un modèle de diffusion culturelle, on ne s'attend pas à des changements génétiques, parce qu'il n'y a pas eu de mouvement de population. Le deuxième modèle, c'est un modèle de diffusion endémique. Qu'est-ce que ça veut dire la diffusion endémique? C'est une diffusion des populations. Au Moyen-Orient, les gens deviennent très riches en nourriture, ils se reproduisent beaucoup, il y a une explosion démographique qui fait que les gens commencent à bouger vers l'Europe, ils commencent à rencontrer les chasseurs-cueilleurs, à montrer leur technologie et à se mélanger progressivement avec les chasseurs-cueilleurs européens. Donc là, la génétique nous a donné une réponse. Ça, c'est une carte aussi géographique et les couleurs indiquent la fréquence des différents lignages. Donc on voit qu'il y a beaucoup de lignées qui présentent des fréquences très élevées au Moyen-Orient, en noir, et que les fréquences décroissent proportionnellement dès qu'on bouge vers l'Europe de l'Ouest. Qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère un mouvement des gènes, évidemment, et donc un mouvement des populations. Il y a quelques années, on a vu avec le chromosome Y la même chose. On a un marqueur du chromosome Y, ici c'est un rose, donc l'aire de la couleur est proportionnelle à la fréquence, ça doit être à peu près 45-50% des Libanais appartiennent à cette lignée. Cette lignée en rose, c'est une lignée qui s'est originée au Moyen-Orient, et on voit que sa fréquence décroît proportionnellement dès qu'on bouge vers l'Europe de l'Ouest. Donc ça suggère que cette lignée a été amenée par les fermiers moyen-orientaux vers l'Europe, qui se sont mélangés progressivement avec les chasseurs-cueilleurs. Important à savoir, regardez ici. On sait que la corniche atlantique, c'était la dernière région où les fermiers sont arrivés. L'hypothèse a été émise que les agriculteurs ont amené les langues indo-européennes. On parle tous des langues européennes en Europe, sauf quelques exceptions, comme les Hongroises et les Basques. On sait bien que les Basques parlent même un isolat linguistique, c'est-à-dire une langue qu'on n'a pas, les linguistes encore pu, attribuer à une famille linguistique connue. Donc le fait qu'on sait que les Basques ont gardé une langue pré-indo-européenne soutient encore plus le fait de l'absence chez les Basques de ces marqueurs typiques du Moyen-Orient et donc de l'arrivée de l'agriculture. Mais on a identifié aussi un autre marqueur, en vert ici, que si vous voyez bien, c'est presque le négatif de la diapositive d'avant. C'est-à-dire fréquence très élevée en Europe de l'Ouest et fréquence presque absente au Moyen-Orient. Qu'est-ce que ça suggère? Ça suggère que ces lignées en vert, serait l'héritage du pool génique, du patrimoine génétique, avant l'arrivée des fermiers du Moyen-Orient. Comme par hasard de nouveau, sont les populations basques, ce sont des Basques espagnols, des Basques français et des Béarnais, qui présentent les fréquences les plus élevées de ce lignée. Je ne veux pas rentrer dans le détail de l'histoire de la population basque, mais je vais vous dire juste deux phrases. Pendant longtemps, on a dit que l'isolement linguistique des Basques était en parallèle avec leur isolement génétique. Parce qu'aux années 40, on avait vu que les Basques présentent des fréquences très élevées du système sanguin rhésus négative. Bon. Il faut dire que la génétique est très susceptible à l'hasard. Une population petite, un peu isolée, par hasard,
il peut avoir un marqueur qui monte beaucoup en fréquence. Il faut voir, pour bien établir l'histoire d'une population, il faut regarder plusieurs marqueurs. Dès qu'on a étudié des autres marqueurs, le chromosome Y, l'ADN mitochondrial, on voit que les Basques ne sont pas un isolage génétique. Les Basques sont que une population typique de l'Europe de l'Ouest qui, dû à son isolement, a pu quelquefois, on va dire, exagérer en termes de fréquence les caractéristiques typiques des populations atlantiques. Et pour finir, et après passer la parole à Alain Perrobe, je vais vous donner un aperçu en 3 minutes très rapide de dans quelle façon, en quelle mesure la génétique peut nous aider aussi à mieux comprendre les classifications linguistiques. Ici, c'est une répartition géographique des grandes familles linguistiques au monde. Donc on voit clairement, juste pour revenir à l'Europe, que dans la plupart de l'Europe, on parle des langues en vert foncé ici, indo-européennes, sauf les Hongroises, qui parlent une langue altaïque, et les Basques, qui parlent un isolat linguistique. Et ce que ça a été assez troublant à la fin des années 80, c'est que Luca Cavalli-Sforza, Colin Renfrew et Merritt Ruhlen, c'est-à-dire un généticien, un archéologue et un linguiste, se sont mis d'accord pour essayer de, pour la première fois, mettre ensemble données génétiques, archéologiques et linguistiques. À l'occurrence ici, c'est un arbre génétique des populations à gauche, ici, et un arbre des langues et des familles linguistiques à droite. Et ce que c'était troublant, c'est voir que dans la plupart des cas, l'arbre coïncide. Après, à la fin des années 90, on a fait des analyses sur le chromosome Y dans plusieurs populations. Ça, c'est ce qu'on appelle une analyse multidimensionnelle. La seule chose importante à voir ici, c'est tous les points représentent des populations et plus proches sont les points, plus semblantes génétiquement sont les populations. Donc, ce qu'on a vu, qu'en général, le rapprochement génétique des populations correspond aux affiliations linguistiques. On voit nettement 4 grandes familles. La famille Niger-Congo, que c'est en gros ce qui parle la plupart des Africains subsahariens. La famille afro-asiatique, en gros Afrique du Nord, Moyen-Orient, et les Indo-européennes. Après, on voit la famille Khoisan, c'est une très vieille langue qui se parle au sud de l'Afrique. Et ce que c'est intéressant à voir, c'est que la famille des langues afro-asiatiques et la famille des langues indo-européennes se chevauchent ici avec certaines populations comme les Ashkénazites, les Juifs ashkénazites, les Libanais et certaines populations moyen-orientales. Ça a été utilisé comme évidence qu'il y a certains linguistes qui défendent le fait que les langues indo-européennes et les langues afro-asiatiques viennent d'une même macro-famille linguistique que c'est le nostratique. Et pour finir, juste vous montrer que parfois, c'est très risqué, on analyse un seul marqueur pour déduire l'histoire de la population parce qu'on peut trouver des différences si on étudie l'histoire des hommes, donc du chromosome Y, et l'histoire des femmes comme l'ADN mitochondrial. Par exemple ici, c'est le même principe. On trouve ici le symbole et la population et son appartenance linguistique. Voyons 2 exemples. La population des Herero. Les Herero, c'est une population qui habite en Afrique du Sud, qui sont de langue Niger-Congo. Donc, c'est la langue la plus commune en Afrique. Sur la base de l'ADN du chromosome Y, il se rapproche aux autres populations en noir ici, Niger-Congo. Rien de vraiment intéressant. Mais si on étudie l'ADN mitochondrial, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que les Herero sont bien loin du cadran de l'analyse dimensionnelle des populations Niger-Congo, mais ils se rapprochent aux populations de Dama, qui sont des populations Khoisan. Ce sont ces populations qui ont des langues très anciennes en Afrique, avec des sons très particuliers qu'on appelle des langues cliques. Donc ce qu'on voit ici, c'est que les Herero, donc de langue Niger-Congo, présentent des affinités masculines qui respectent leur affinité, leur appartenance linguistique, mais
une composante féminine d'origine cohésion. Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que des hommes Niger-Congo, RRA, se sont mélangés avec des femmes qui étaient de langue cohésion. Et comme ça, on trouve plein d'exemples. Je ne vais pas rentrer parce que je pense que je dépasse de quelques minutes mon temps déjà. Mais je veux finir juste une minute pour vous dire aussi, souvent moi ça m'arrive, comment la génétique peut être très utile aussi pour des buts culturels. À moi, ça m'arrive souvent, quand les gens me demandent, des gens qui ne sont pas dans le milieu de la recherche, comme des artistes ou des gens dans les finances, qu'est-ce que tu fais? Je dis que je travaille dans la génétique humaine. À quelle horreur? C'est quoi ça? Parce que les gens, souvent, associent génétiquement cloner des enfants, faire avoir des enfants à des femmes de 70 ans, etc. Bon. La recherche en génétique humaine, bien évidemment, a un but médical aussi, peut être très utile pour mieux comprendre la susceptibilité à certaines maladies, bien évidemment, en n'oubliant pas l'environnement. Il y a l'histoire d'un gène maladie, je pense que ça commence à être dépassé. C'est une mosaïque de gènes ensemble avec un environnement propice à que vous développez la tuberculose, qui éventuellement va vous faire développer une tuberculose. Mais on est ici pour parler que les données génétiques, on a vu, qui peuvent vraiment nous renseigner sur une notion culturelle de base, que c'est d'où nous venons. Et aussi, ils nous donnent des outils précis pour comprendre et pour adresser certaines questions que des autres disciplines se posent, comme les distinctions entre les langues ou comme les traditions dans les différentes populations. Donc je vous remercie et passe la parole à mon collègue. Bien, non. Merci. Moi, donc, je suis linguiste. Hein, et moi, quand on me demande ce que je fais et que je réponds je suis linguiste, on ne me dit pas quelle horreur, mais on me demande toujours combien de langues tu parles. Enfin bon. Donc, gènes et langues ont-ils la même histoire? Ce qui est sûr, c'est que le rapprochement entre les deux a assurément une longue histoire commune, puisque déjà au milieu du XIXe siècle, Darwin, dans l'origine des espèces, prenait l'exemple des langues pour faire comprendre le principe de l'évolution biologique et sa représentation sous la forme d'un arbre généalogique. Et un peu plus tard, en 1871, dans La descendance de l'homme, il écrivait que c'est un fait extrêmement curieux, mais c'est ainsi, les causes qui expliquent la formation des langues différentes expliquent aussi la formation des espèces distinctes. Donc cette position, qui a été abandonnée pendant plusieurs dizaines d'années par les linguistes et par les généticiens, elle est aujourd'hui reprise dans beaucoup de travaux récents en génétique des populations, comme vient de vous l'expliquer Louis, et toute une série d'articles dans les années 80 ont été extrêmement importants pour paver la route de nouvelles recherches sur les correspondances et les corrélations entre classification génétique des populations et classification des langues, notamment un premier article du linguiste Greenberg sur les populations américaines en 86, du généticien Escoffier en 87 sur l'Afrique subsaharienne, Sokal, Barboudjani, etc. Estella Poloni en 97 sur plusieurs populations d'Afrique et d'Europe dont vient de parler Louis, et surtout Cavalli Sforza, Piazza, Menozzi et Montaigne en 88 qui eux ont construit un arbre de différenciation de 42 langues, de 42 populations humaines qui étaient issues de continents différents. Et dans ce dernier article étaient présentées des correspondances entre la classification génétique des populations et la classification des langues. Je crois que c'est un des derniers tableaux qu'a montré Louis. Et les divergences avaient été calculées à partir de 120 fréquences alléliques. Et Cavalli Sforza concluait à l'époque, donc en 1988, il existe un parallélisme considérable entre l'évolution génétique et l'évolution linguistique. Parce que dans tous ces articles, évidemment, les auteurs ont tenté de montrer que les échantillons de populations qui partagent des affinités linguistiques tendent à se regrouper dans les analyses qui sont basées sur les distances génétiques entre les populations.
Alors on peut se demander une première chose, c'est pourquoi les généticiens ont pratiquement toujours travaillé sur des hypothèses de classification des langues qui sont les hypothèses en macrofamille des unificationnistes Greenberg et Roulen, dont je vous avais parlé la semaine dernière. Autrement dit, sur des hypothèses des 12 grandes macrofamilles qui regroupent les 6528 langues parlées dans le monde, que je vous ai remises sur l'écran aujourd'hui. 4 macrofamilles africaines, donc 3 macrofamilles d'Asie du Sud-Est, Océanie, une seule macrofamille pour toutes les Amériques et les 4 macrofamilles pour l'Eurasie. Alors cela s'explique sans doute, mais enfin Louis a une explication peut-être aussi là-dessus, puisqu'il est généticien, par le fait que les recherches génétiques sont doivent le plus souvent être réalisées sur de très vastes zones géographiques, à la fois pour des raisons d'échantillonnage et parce que les variations locales des fréquences géniques sont faibles. Et l'évolution génétique, si on compare avec l'évolution des langues aussi, est beaucoup plus lente que le changement linguistique. Donc un parallélisme strict entre génétique et linguistique ne pourrait avoir de sens, au sens scientifiquement, que s'il concerne des divergences très anciennes. C'est pour la raison pour laquelle Louis vous a parlé des divergences très anciennes qui remontent pratiquement à l'origine des sapiens. D'autres travaux, ensuite, après cette vague des années 80, où on montrait qu'il y avait des corrélations extrêmement intéressantes entre classification génétique des populations et classification des langues, d'autres travaux qui ont commencé dans les années 90 ont infirmé, c'est-à-dire ont contredit, ont infirmé l'existence de corrélations indiscutables entre classification génétique et, des populations et classification des langues. Et Cavalli-Sforza lui-même a bien adouci sa position et a reconnu que les corrélations, dans certains cas, étaient faibles, sinon nulles. Et quand il parlait en 88 de parallélisme considérable, c'est devenu, dans ses écrits, notamment en 92-93, une certaine association non aléatoire. Vous voyez qu'il est devenu beaucoup plus prudent entre famille linguistique et histoire génétique humaine. Parce qu'il avait remarqué, dans certains cas notamment, que les arbres génétiques et linguistiques des Mélanésiens ne correspondaient pas, puisque les Mélanésiens génétiquement sont regroupés avec les Micronésiens et les Polynésiens, et que linguistiquement ils parlent des langues dans cette classification de Roulen indo-pacifique, alors que les Polynésiens et les Micronésiens, eux, parlent des langues austronésiennes, c'est-à-dire des langues qui sont dans la macrofamille austrique. Alors si l'analyse des marqueurs génétiques transmis par les hommes ou par les femmes aboutit à des résultats à peu près similaires. On a relevé aussi des cas, et Louise vient d'en parler, où hommes et femmes semblent avoir contribué de manière tout à fait différente à la constitution des populations humaines. Et notamment les différences entre les résultats obtenus pour l'ADN mitochondrial transmis uniquement par les mères et le chromosome Y transmis par les pères sur la population d'Ama, dont vient de parler Louise, qui parle une langue de la macrofamille Khoisan, donc la première macrofamille que vous avez sur l'écran, ces fameuses langues à clics dont vient de parler Louise, et qui montrent des gènes mitochondriaux très communs dans ce groupe linguistique, alors qu'elle présente de fortes affinités en ce qui concerne le chromosome Y, avec des populations du Niger-Congo, dont toutes ces langues bantoues, qui elles sont dans la deuxième macrofamille, dans le nigéro-kordofanien. Et je voudrais, il y a plusieurs exemples de ce type, je voudrais simplement en prendre deux, qui sont du Caucase, le Caucase que les géographes arabes du 19e siècle qualifiaient de la montagne des langues. Vous avez des centaines de langues au Caucase et une situation linguistique extrêmement complexe. Donc je me servirai de ces deux cas pour montrer que les corrélations ne sont pas bonnes, dans tous les cas, puisque le premier concerne les Arméniens et les Azéris, dont l'Azerbaïdjan,
Donc ils parlent des langues tout à fait différentes, puisque l'arménien est une langue indo-européenne. Hein, c'est une branche à lui tout seul des 12 branches de l'indo-européen. Donc les Arméniens parlent arménien, langue indo-européenne. Les Azerbaïdjanais ou les Azéris parlent l'azéri, qui est une langue altaïque. Donc deux langues très différentes du point de vue des familles linguistiques, et ils sont génétiquement très proches. L'autre cas est le cas inverse. Vous avez les Ingouches et les Tchétchènes, qui parlent pratiquement la même langue. L'ingouche et le tchétchène, même si en ce moment ils se tapent dessus, hein, vous avez une intercompréhension entre l'ingouche et le tchétchène à plus de 95%, et par contre, ils sont extrêmement différents. Donc ces deux cas typiques montrent qu'on n'a pas des bonnes corrélations dans tous les cas. Ensuite, il y a eu énormément d'analyses. Si on revient aux macrofamilles de Roulen, comme quoi si les données des systèmes génétiques Rhesus et GM s'accommodent bien de l'hypothèse d'une macrofamille eurasiatique, hein, qui est la macrofamille 11 sur l'écran, pour ce qui est de la famille austrique, ça va pas du tout. Hein. Dans ce dernier cas, il y a des proximités génétiques à l'intérieur des langues, à l'intérieur de l'austrique, de l'austro-asiatique, du taï-kadai, du miao-yao, mais il n'y a pas du tout de proximité génétique avec les populations austronésiennes, surtout d'Océanie, sans doute en raison de leur isolement insulaire. Hein. Dion aussi avait remarqué que le pourcentage des barrières génétiques observées entre les populations parlant des langues de familles différentes, et il notait ça de l'ordre de 46%, n'était pas très différent finalement de celui observé entre populations qui parlent des langues d'une même famille, mais de sous-familles différentes, et même pas très éloigné de celui qu'on peut observer entre les langues d'une même sous-famille. Autrement dit, pour l'instant, bon, il faut bien reconnaître que nous disposons d'hypothèses variées, mais pas de certitudes, et qui plus est, au fur et à mesure qu'il y a une accumulation considérable de données de toutes sortes, dans le domaine de la génétique, bien sûr, mais aussi dans le domaine de la linguistique historique ou de la paléoanthropologie, le tableau est de moins en moins simple et de plus en plus confus, d'autant plus qu'au fur et à mesure que la science et la recherche progressent, les modèles théoriques d'évolution nécessaires à l'interprétation de tout ce matériel génétique ou linguistique continuent d'être raffinés au fur et à mesure que l'histoire se développe. Et d'un point de vue strictement théorique, si on voulait parler de strict parallélisme entre les langues et les gènes, ça ne serait probant que lorsque une coévolution serait effectivement démontrée. Parce que quelques coïncidences entre l'évolution génétique et la typologie des langues ne peuvent pas constituer une preuve de congruence. Autrement dit, la présence, et bon, on a un certain nombre de corrélations entre gènes et langues, mais la présence de ces corrélations entre gènes et langues ne peut pas constituer une preuve qu'il existe entre eux une histoire évolutive commune, convergente. Une corrélation n'établit pas nécessairement un lien de causalité directe et de méthode. Une corrélation, en peu de mots, n'est pas une congruence au sens phylogénétique du terme. Voilà, et pour illustrer, si vous voulez, cette confusion grandissante au fur et à mesure que les données s'accumulent, je voudrais maintenant prendre pour exemple la situation en Asie orientale, d'abord parce que c'est un secteur géographique qui m'est familier et à mon avis qui est assez révélateur. Donc on considère habituellement, et ça c'est une classification qu'on peut estimer traditionnelle, qu'il y a 5 grandes familles linguistiques en Asie orientale et en Asie du Sud-Est, qui sont le sino-tibétain, avec ses 2 branches, les langues chinoises et les langues tibéto-birmanes. Le sino-tibétain, qu'on reconstruit aux alentours de 4500 ans avant Jésus-Christ, donc aux alentours de moins 6500 ans. L'austronésien,
dont je vous disais la semaine dernière, cette grande famille où il y a 1201 langues, et qui date approximativement aussi aux environs de 5000 années avant Jésus-Christ, avec les 10 branches. Il y a 10 branches dans l'austronésien, je vous disais, 9 branches qui sont parlées à Taïwan et qui recensent 26 langues, et le reste, c'est-à-dire 1201 langues moins 26, donc plus de 1100 langues, qui sont la 10e branche qui va de Madagascar jusqu'à l'est de la Polynésie. Donc l'austro-asiatique, avec ces 2 branches, des langues Munda du nord de l'Inde et les langues Mon-Khmer comme le Vietnam, Cambodge, qui datent aussi aux environs de 4500 avant Jésus-Christ, le Thaï-Kadai pour les langues, pour le Thaï, pour le Lao, mais aussi des langues du sud de la Chine comme le Zhuang, la famille Miao-Yao, avec ses 2 branches, le Miao et le Yao. Voilà la classification, si vous voulez, traditionnelle. Et dans la branche du sino-tibétain, qui est les langues sinitiques, vous avez l'ensemble des langues chinoises, qui sont le mandarin, et ce que les Chinois appellent des dialectes, mais dont je vous disais la semaine dernière que c'était des vraies langues, le Han dans le Jiangxi, le Min au Fujian, le Yue qui est le cantonais, le Xiang qui est au Hunan, le Wu qui est parlé à Shanghai, et les Hakka qui sont une langue qui est parlée un petit peu partout. Donc ça, c'est la classification traditionnelle de ces langues. Et alors évidemment, à partir de cette classification traditionnelle, les linguistes, au cours des dernières décennies, ont élaboré toute une série d'hypothèses de macrofamilles. Donc vous voyez que ces hypothèses sont très différentes de la macrofamille, la seule macrofamille identifiée par Roulen, puisque tous les regroupements ont à peu près été proposés avec des arguments pour chacun d'entre eux. Donc vous avez une première hypothèse de macrofamille qui est l'Austro-Thaï, qui regroupe l'austronésien, vous voyez, l'austronésien et le Thaï-Kadai, l'austrique, qui est la macrofamille qu'avait retenu Roulen, le sino-caucasien, qui est un regroupement très intéressant des linguistes russes, qui regroupe le sino-tibétain, le caucasien du Nord et les langues yéniséennes. En fait, les langues yéniséennes, il n'y en a plus qu'une, c'est le Ket, et en plus elle est en train de disparaître. Donc bientôt il n'y aura plus de yéniséens. Une quatrième hypothèse de macrofamille, le sino-tibétain austronésien, qui regroupe le sino-tibétain, l'austronésien, le Thaï-Kadai et le Miao-Yao. Et évidemment, il s'est trouvé quelqu'un en 2001, qui est un linguiste américain de Hawaï, qui a fait une hypothèse de tout regrouper et de proposer une macro-famille qu'il a appelée le Proto-East Asian, le Proto-Asie orientale, qui regroupe le sino-tibétain austronésien et l'austro-asiatique, et à ce moment-là, on n'a plus besoin de l'hypothèse de Roulen de l'austrique. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que qu'ont fait les généticiens? Un des premiers travaux importants des généticiens chinois a étudié la distribution avec des marqueurs traditionnels, c'est-à-dire pas l'ADN mitochondrial ou le chromosome Y, a étudié la distribution des allotypes de l'hémoglobuline dans 74 populations de Chine populaire, et ils ont conclu que les Chinois étaient partagés en deux. Il y avait les Han du Nord. Vous savez, la Chine est composée de 93% de Chinois, qu'on appelle les Han, et le reste, 7% de nationalités non chinoises, qui sont les non-Han. Et ces nationalités non chinoises occupent quand même 55 à 60% du territoire de Chine populaire. Donc les généticiens ont conclu que les Chinois du Nord, les Han, avaient un capital génétique différent de celui des Chinois du Sud, donc des Han du Sud, et que la division passait le long de la ligne qui correspond à peu près à la latitude 30 degrés nord. Donc les Han du Nord, les Chinois du Nord, ils ont été mis dans un groupe qui comprend les Altapasques, qui parlent une langue nadénée d'Amérique du Nord, de la macrofamille du Déné caucasien.
Dans le même groupe, vous avez les Esquimaux qui parlent une langue, l'Esquimau Aleut, qui est une macrofamille asiatique. Les Japonais, les Coréens, dont on n'a jamais su trop quoi faire, on les avait mis un peu avec les Altaïques, mais en tout cas, ils sont dans la macrofamille de roulaine euro-asiatique. Et les Mongols, qui évidemment sont de la famille altaïque, à l'intérieur de la macrofamille eurasiatique. Et les Chinois du Sud sont dans un groupe avec les Thaïlandais, qui parlent des langues thaï-kadai, avec les Indonésiens et les Philippins, qui parlent des langues austronésiennes, donc dans l'austrique, et des Vietnamiens, qui parlent des langues austro-asiatiques dans l'austrique. Donc cette première hypothèse, alors cette hypothèse de la division des Chinois en deux, Chinois du Nord, Chinois du Sud, bon, elle n'a pas beaucoup. Bon, c'est des généticiens chinois qui l'ont faite, c'était en 1989. Elle n'a pas beaucoup plu aux responsables politiques chinois. Pour des raisons évidentes, que la grande unité chinoise entre, déjà que les responsables politiques chinois aiment beaucoup dire qu'il y a une seule langue chinoise et que le cantonais est un dialecte, etc., ne reconnaît pas le statut de langue, évidemment, à ce qu'eux considèrent comme des dialectes et que nous, linguistes, on considère comme des langues. Alors imaginez de leur dire qu'il n'y a pas d'unité de la Chine au sein de la population du point de vue génétique. Donc ça leur a pas beaucoup plu. Mais enfin, cette hypothèse qui avait été celle des généticiens chinois, elle a été confirmée ensuite par d'autres analyses génétiques d'un autre généticien chinois, Zhu, quelques années plus tard, qui a porté sur 28 populations chinoises, d'autres généticiens chinois, dont j'ai pas le temps de vous donner le détail ici. Bref, l'unité des Chinois, des Han, serait une unité culturelle et non biologique, et elle pourrait être aussi non linguistique, puisque les implications que ces analyses génétiques ont pour la linguistique, c'est que les langues sinitiques, finalement, on peut très bien, les linguistes pouvaient très bien, avec l'hypothèse des macrofamilles, c'est pour ça que je vous les ai présentées tout à l'heure, dire que les langues chinoises sont rattachées, c'est selon, soit au déné caucasien quand il s'agit des langues parlées dans le nord de la Chine, et à ce moment-là, ça va avec les langues altaïques, les langues caucasiennes, le yenicéen, etc., soit à la famille austrique pour le chinois du Sud, puisqu'elle se retrouve avec l'austro-asiatique, le taï-kadai et le miao-yao. Et alors là, une hypothèse de ce type-là, elle fait évidemment éclater l'ensemble sino-tibétain, mais aussi le groupe des langues chinoises, et elle serait conforme avec les deux théories sur le sino-caucasien et de Starosta sur le proto-est-asiatique. Donc je vous passe les détails, parce qu'il est déjà bien tard, sur les généticiens qui ont aussi travaillé sur cette répartition nord-sud. Sinon, pour vous dire que quelques généticiens en 2000 et en 2001 ont, après avoir analysé des marqueurs et un virus humain, il faudra que je demande à Louis quelle peut être la valeur scientifique de l'analyse des virus pour ce genre de démonstration. Bon, ils ont affirmé que la distinction nord-sud n'avait pas vraiment de raison d'être, puisqu'ils avaient noté que les populations Zhuang du sud de la Chine, qui parlent des langues taï-kadai, étaient proches génétiquement des Chinois du Nord, et plus proches que qu'elles ne l'étaient des Vietnamiens ou des Malais, qui parlent des langues, pour les Malais austronésiennes, Vietnamiens austro-asiatiques. Je voulais simplement conclure en mentionnant que de nouvelles approches récentes se sont focalisées sur la recherche des discontinuités spatiales dans la variation génétique des populations. Donc on continue à vérifier, bien sûr, si les discontinuités n'auraient pas pour origine des discontinuités de distribution des langues, et à travailler sur les corrélations entre classification génétique des populations et classification linguistique des langues, mais on tient compte aussi beaucoup, depuis quelques années, de l'organisation spatiale et de la distance géographique. Surtout depuis les travaux de Rosser en 2000, dans American Journal of Human Genetics, qui a vraiment montré, qui avait étudié le polymorphisme du chromosome Y,
avec des échantillons bon, qui ne sont pas très élevés, mais quand même 47 populations qui parlaient 37 langues différentes, et qui avait conclu que la diversité génétique était beaucoup plus corrélée à la distance géographique qu'à la diversité linguistique. Ensuite, Isabelle Dupont-Loup, en 2002, il y a 2 ans, a aussi confirmé que les degrés de différenciation génétique entre différents groupes de population sont étroitement liés à la répartition géographique. Autrement dit, les degrés de différenciation génétique entre les différents groupes linguistiques mondiaux sont étroitement liés aussi à leur répartition géographique. Et l'effet linguistique de différenciation pourrait n'être que secondaire par rapport à l'effet géographique. Autrement dit, langue et gène ont-ils la même histoire? Sans doute. Peut-on répondre que langue, gène, mais aussi les mouvements spatiaux géographiques partagent beaucoup de points communs dans leur histoire évolutive. Mais il ne faut pas oublier quand même que nous avons 2 types d'histoire, 2 types d'évolution, l'une naturelle évidemment, l'autre plutôt culturelle, avec des mécanismes d'origine et de reproduction qui sont quand même différents, mais avec beaucoup d'analogies, effectivement, d'analogies formelles dans les mécanismes de transmission. Louise, vous parlez des mécanismes de transmission génétique qui sont la mutation, qui est un mécanisme par lequel un élément nouveau est introduit. Quand c'est dans une langue, c'est un mot ou une structure linguistique. Quand c'est dans le patrimoine héréditaire, c'est un gène. Un deuxième mécanisme, ça c'est les mêmes mécanismes, un deuxième mécanisme dont Louise parlait qui est la sélection naturelle ou darwinienne, qui est un mécanisme qui fait survivre parmi toutes les mutations nouvelles, celles qui donnent des avantages biologiques aux individus qui les portent ou qui donnent des avantages linguistiques aux langues pour la compréhension interindividuelle. Et le troisième mécanisme dont il parlait, qui est le mécanisme des migrations, sans oublier évidemment, est-ce que c'est un mécanisme sans doute aussi, le quatrième mécanisme évolutif dont Louise parlait, qui est le hasard, qui joue quand même un rôle remarquable dans les 2 disciplines. En génétique, ils appellent ça des dérives génétiques. Mais en linguistique, le hasard joue aussi un rôle remarquable, puisque les mots, comme les gènes, peuvent s'établir ou s'évanouir aussi souvent par hasard, tout simplement. Merci.